Bonjour, Annie Lévesque, peintre en art visuel. J'ai 32 ans. On est actuellement à mon atelier chez Ni Vu Ni Cornu à Sainte-Anne-de-Beaupré. Bienvenue. T'es un artiste, rien qu'un artiste. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers ma mère. T'es un artiste, t'es un artiste, idéaliste, avec des rêves et des visions. Ni vu ni connu, comme on m'avait dit. Pardon. Ni vu ni cornu. Et je reconnais pourtant les lieux. C'est que je suis déjà venu dans cette galerie. Galerie très intéressante, originale, un peu déjantée. Et j'ai l'occasion de m'entretenir aujourd'hui avec Annie Lévesque. Bonjour Annie. Bonjour, bienvenue. Tu étais déjà là d'ailleurs quand je suis venu, il y a 1 an ou 2. Oui, en fait, je faisais partie des artistes fondatrices, puis maintenant je suis propriétaire de Ni Vu Ni Cornu Atelier Galerie. Donc, pour une personne quand même aussi jeune que toi, c'est une évolution assez rapide des choses en ce qui concerne cette galerie? Oui, puis non, ça faisait déjà partie de mon chemin de vie. En fait, je suis peintre en art visuel depuis 2006. J'ai toujours aimé mettre en valeur les autres artistes. Alors, pour moi, ça allait de soi. Ça s'est présenté à moi et j'ai pris le taureau par les cornes, si on veut. Donc, tu laisses entendre que tu as une formation un peu double, mix, on peut dire. Côté artistique, mais également côté entrepreneuriat administratif. Oui, tout à fait. En fait, j'ai fait mes études en art. J'ai fait mon bac à l'Université Laval en art visuel. Ensuite, j'ai fait une formation en gestion de carrière artistique au Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale. J'ai fait un stage à Paris aussi en rédaction de plan d'affaires. Ensuite, en fait, en ce moment, je fais ma maîtrise en gestion du développement culturel et mon projet de maîtrise, c'est le développement de Ni Vu Ni Cornu au niveau local et à l'international. Est-ce que je me trompe? C'est un peu une tendance qui se dessine, qu'on observe chez des jeunes, des gens de ta génération, peut-être qui ont à créer aussi leur emploi? Oui, bien en fait, je l'ai toujours dit, moi j'étais un peu un mouton noir à l'université. J'ai toujours dit qu'un artiste, c'est un travailleur autonome et qui doit être capable de créer, oui, c'est important, mais aussi être capable de se mettre en valeur, de la mise en marché, de se faire connaître, de savoir c'est qui son réseau, qui est sa clientèle, qui vont acheter de ses œuvres ou qui vont s'intéresser à son travail, être capable de faire un plan d'action où on se voit ne serait-ce dans 10 ans, dans 15 ans, mais c'est quoi nos objectifs, ce qui nous permet d'orienter nos actions dans le quotidien. Donc, on peut dire que tu es quand même assez bien armé pour affronter le présent et l'avenir, autant dans ta formation que par les expériences. Oui, je pense que oui, sauf que c'est toujours un défi, en fait, de tous les instants au niveau financier. Le côté talent, ça, j'ai pas de doute. Je veux dire, je me sens à l'aise, je m'amuse dans ce que je fais. Par contre, développer sa clientèle, de se faire connaître, c'est quelque chose qui grandit, c'est petit à petit. Actuellement, j'ai 3 commandes à faire. Je fais aussi des tableaux pour moi, dans le sens de ma série de créations personnelles que je vends aussi et que j'expose aussi. Ouais. Alors, écoute, on va s'intéresser à la galerie, évidemment, oui. Puisqu'on s'y trouve et qu'il y a plein de choses intéressantes. Oui. Mais on y était déjà venu, donc oui. on fera un lien avec l'entrevue que j'avais faite à l'époque avec Sébastien, qui était comme ton complice, on peut dire. Sébastien Tardy, en fait, qui est un artiste de cirque, qui est propriétaire de la bâtisse depuis 2010. Puis il a travaillé, entre autres, pour le Cirque du Soleil, là, dans un spectacle à Vegas avec Robert Lepage, entre autres. Ouais. Donc, on va reparler du lieu comme tel, mais si tu me permets, j'aimerais ça faire un petit retour en arrière, même si tu es dans la toute jeune trentaine. Toi, tu es une petite fille de Rivière-du-Loup. Hein? Tu n'es pas de la région comme telle. C'est quand même encore assez récent, là, ton arrivée dans la région de Québec. Région proche de Québec. Tu sais. Oui, en fait, je viens de Rivière-du-Loup, du Bas-Saint-Laurent. Pour moi, c'est le fleuve qui me manquait. J'ai habité 10 ans, c'est ça, à Québec. Je suis allée à Québec pour l'université, pour continuer mes études en art. Et une fois terminée, j'avais envie de retourner en région. Et puis, je voulais quand même garder mon réseau de contacts. Le milieu artistique est très important, très vif à Québec. Puis, sur la côte de Beaupré, j'ai senti que c'était un très bon endroit. C'est tout près, ça se fait facilement. Et en plus, avec le fleuve, je trouve qu'il y a tellement des belles richesses à mettre en valeur ici.
Et moi, je le vois, puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de résidents qui sont ici depuis longtemps qui ne le voient peut-être pas ou qui ont peut-être pas la même vision, la même... mais moi, ici, je me suis sentie chez moi tout de suite. Ça n'a pas pris de temps. J'ai pas eu de mois d'adaptation, là. Ouais, je me sens... ce qui me stimule beaucoup, c'est le fait que j'ai l'impression que tout est possible. On se trouve actuellement dans un bâtiment historique. J'ai mon atelier ici. La galerie qui roule durant l'été avec beaucoup, beaucoup de visiteurs. Et puis... en fait, comme on va le voir tantôt, j'ai la possibilité de représenter d'autres artistes. On en représente une quarantaine. Fait que ça amène beaucoup de gens ici à Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis ça, j'aime la vie, j'aime le côté ludique, le côté créatif, puis le côté communautaire aussi que ce projet-là y apporte. Je pose toujours la question à ceux que j'interviewe, compte tenu du contexte de l'émission, l'histoire. Tu y as pas mal répondu. Tu as dit le fleuve. Hein? Le fleuve, je pense, pour toi, est un peu une charnière entre la région que tu habitais auparavant, où le fleuve est quand même très présent, plus large, c'est vraiment l'estuaire. Mais pour toi, ça n'a pas l'air quand même d'être un élément, puisqu'il ne me semble pas que tu peignes surtout des paysages. Tu es dans un tout autre univers. Donc, c'est comme si on revenait un peu aux sources du fleuve pour les Québécois. Là. On comprend qu'à l'origine, c'est une voie de pénétration, c'est une voie de découverte, d'exploration. Hein. À travers ce que tu viens d'évoquer, je me dis, le fleuve, c'est aussi la jeunesse de ses habitants, puis le goût de l'aventure, puis la passion, finalement. C'est ce qu'habite un artiste. Oui. En fait, dans mes sujets, je peins surtout des milieux urbains. Je m'intéresse aux milieux de vie que je côtoie régulièrement. Même si j'habite encore sur la côte, je vais régulièrement à Québec. Je m'intéresse aux gens qui ont des passions, des passionnés de la vie, tout comme moi, des gens qui s'intéressent, qui sont curieux. Je fais des tableaux rencontres, donc c'est des moments que je passe avec des gens. Ça peut être une fin de semaine, ça peut s'étendre même sur un an comme projet aussi d'échange où on a des discussions soit sur Internet, par courriel, en personne. J'ai même fait de différentes aventures là, un peu ludiques avec certaines personnes qui m'ont passé des commandes. Ce que j'apprends, ce qu'on développe, c'est l'intimité. En fait, j'amène la personne à s'ouvrir par rapport à qui elle est, ce qui l'intéresse dans la vie. Il y en a que c'est les voyages, il y en a que ça va être la famille. J'ai fait un tableau, un diptyque pour la famille Duclos, en fait, l'année dernière. Puis, à chaque fois, après, c'est des nouvelles relations. Il y a toujours une amitié qui se développe par la suite. Puis, ça me permet je dirais un peu pas de comparer, mais d'apprendre d'une autre manière, d'apprendre de la vie de d'autres personnes. Puis, j'ai toujours été intriguée. Puis, pour moi, c'est l'école de la vie. Donc, tu peins avant tout des personnages. Oui, mais des personnages réels. Oui. Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est un peu comme une révision, je dirais, du rapport entre l'artiste et le sujet. Hein? On a une conception souvent un peu passéiste, là, à partir des tableaux des siècles passés. Le sujet, même, ça va jusqu'à croire qu'un sujet est toujours immobile et fixe par rapport au peintre qui doit l'observer puis le reproduire dans le plus fin détail, puis, où c'est à peine la lumière qui joue. Mais toi, tu apportes une toute nouvelle perspective, en fait. C'est la vie. Oui. Le vécu de la personne, puis sa réaction dans son monde urbain, notamment. Oui. Il y en a des fois que ça peut être pas nécessairement urbain, mais c'est sûr que moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'allume, c'est le milieu de vie. Urbain, c'est sûr, la ville, ça m'a habité longtemps, ça me parle, j'aime l'interaction. J'ai fait aussi des séries de tableaux sur des musiciens, des gens, entre autres comme Jaël Bird Joseph, qui est présentement à l'émission La Voix, qui est un des candidats. J'ai fait sa pochette d'album, qui est actuellement exposée ici à la galerie. Puis, c'est un univers tout autre, la musique, un univers que je connais pas. J'ai joué un peu de la guitare, c'est tout, mais mon instrument, c'est le pinceau maintenant. Puis, ça me permet d'apprendre, d'essayer de comprendre, en fait, le processus de création qui est parfois différent, parfois très similaire. Je me compare à une journaliste dans le sens que ce que je prends, c'est l'information, puis au lieu d'écrire un texte, je le fais en image.
Fait que je m'amuse avec l'interprétation des éléments, de l'information que j'ai, à créer, en fait, une image, un visuel. Dans le cas précis des musiciens que tu peins, là, il y a une autre interaction qui selon moi, intervient, c'est que c'est un peu comme si tu photographiais un photographe en train de photographier une expérience que j'ai moi-même vécue il y a quelques jours. Hein, c'est assez cocasse. Donc, le musicien a déjà son univers, oui. Soit qu'il est interprète ou encore plus auteur-compositeur. Donc, il interprète lui-même une vision qu'il a des choses, une vision qui n'est pas évidente, mais à travers l'œuvre, tout à coup, qui célèbre. Toi, tu peux, j'imagine que les musiciens, tu les entends jouer, oui. Donc ça pénètre aussi un peu, j'imagine, à travers ta toile. Oui. En fait, je prends beaucoup de photos, je vais prendre même des fois des vidéos. Puis ça s'échelonne souvent dans le temps. Comme je disais tantôt, des fois, bon, ça peut être sur une fin de semaine, sur une semaine, des fois c'est sur des mois ou même il y a des tableaux que ça va me prendre 1 an à faire. Des fois, c'est des circonstances ou c'est les moments qui font que, bon, j'ai besoin d'avoir plus d'informations. Ou, en fait, ce que ça me permet, c'est vraiment de vivre un laps de temps, un moment, un peu dans la vie de cette personne-là, puis d'interpréter à ma manière, dans mon style, en fait, ce que je vis avec l'autre personne. Quand tu dis « je prends des vidéos », j'imagine que c'est pour capter le mouvement aussi, puis qu'il y ait plus de continuité entre les images que tu retiens d'une personne aussi. Ça recrée un peu une scène de vie, puis à la limite, une tranche de vie. Oui, l'atmosphère, l'environnement, les sons, toute cette énergie-là, des fois qu'on capte un peu moins sur une photo où l'image est fixe. Ça me permet d'avoir de l'information, puis de retourner des fois dans le temps, puis de voir un peu, ah OK, oui, on était vraiment dans cet univers-là. Puis c'est toute l'information qui n'est pas publique, que je me permets de garder pour moi. Des fois, lorsque je vais vendre un tableau, ou des fois, si la personne me le demande, je vais fournir l'information avec, mais pas tout le temps. C'est selon, en fait, les cas qui se présentent. Quand tu te mets comme tel, j'imagine que tu travailles peut-être au chevalet ou autrement, mais quand tu entreprends comme tel ton tableau, est-ce qu'à ce moment-là, ta documentation est déjà acquise ou il y a déjà... C'est-à-dire, il y a une continuation ou un démarrage de ton travail en présence même de ton sujet? Non, tout est déjà fait, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je prends l'information, puis ensuite, je vais souvent faire des photomontages, c'est-à-dire je vais faire des tests dans Photoshop. Je travaille beaucoup avec l'ordinateur. J'étais graphiste, moi. Ah, ben oui, ça fait partie de ta formation. Oui, c'est ça. Alors, je vais faire des montages, des tests, tout ça. Puis quand j'arrive sur la toile, j'ai déjà une très bonne idée de ça vers quoi je m'en vais, mais je laisse toujours les accidents arriver. J'aime ça, m'amuser avec la peinture. Donc, je sais... En fait, les gros des éléments qui vont être sur la toile, mais le reste, je laisse la peinture aller pour ce qu'elle est. J'essaie de me servir des forces du médium que j'utilise. Je travaille beaucoup à l'acrylique, donc beaucoup à base d'eau. Puis souvent, je vais utiliser des fois des collages à travers certaines parties de mon tableau pour faire ressortir des textures. Puis ce que j'aime, en fait, c'est de voir un peu, si j'utilise, mettons, des fois du sel dans mon eau, un peu comme des techniques d'aquarelliste. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui me disent « Ah, on dirait que c'est de l'aquarelle », mais non, c'est vraiment de l'acrylique, mais je travaille très dilué. C'est ma technique, c'est ma manière de peindre. C'est quand même une manière qui est relativement rapide. Parce que l'acrylique, en général, permet quand même... Oui, puis non, parce que comme je travaille très dilué, c'est plusieurs couches superposées. Donc, je commence toujours avec des couleurs très vives, qu'ensuite que je vais rabattre l'une par-dessus l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'au début, ça a l'air de rien, ça a l'air d'un cafouillis total. Puis, à un moment donné, oups, plus que ça avance, OK, on sent la présence qui apparaît. Puis, j'aime sentir, en fait, le côté, le vécu, le côté que travailler de l'œuvre où on sent vraiment la matière qui apparaît. Oui, je pense que ça fait partie des forces de mes tableaux. C'est sûr que c'est intéressant pour un artiste de pouvoir y aller de sa propre inspiration, d'aller au-devant de ses sujets.
de se laisser provoquer, mais il faut bien vivre aussi. Puis ça peut être tout à fait intéressant aussi de répondre à des commandes. Donc ça, c'était le genre de situation qui je suis très à l'aise avec ça. Oui, je suis très à l'aise parce que souvent, ça va m'amener un côté de défi ou que j'aurais pas abordé moi-même. Puis souvent, ce que je fais, avec le temps, on développe des trucs. Hein, fait que je fais ma commande, puis à côté, j'ai mon tableau pour m'amuser. Fait que des fois, OK, je travaille un petit peu sur mon tableau que j'ai à faire, puis de l'autre côté, je garoche, je me laisse aller, puis je m'amuse. Ça me permet de me laisser aller dans ma créativité, puis souvent, il va y avoir des similitudes entre les deux. Mais avant d'accepter un mandat, je vais en discuter avec le client, avec la personne, de sa vision, de qu'est-ce qu'il veut avoir. Puis ensuite, on va regarder si ça correspond à mon style, à mon travail. On apprend beaucoup là-dedans. Il y a eu des moments où j'ai senti que, là, c'était plus distant de ce que je faisais. Puis à chaque fois, ben, je me suis habituée. Ça fait quand même depuis 2006 maintenant que je suis peintre en art visuel, que j'ai décidé de faire ça dans ma vie comme métier. Ça fait quand même quelques années. Alors maintenant, je sais qu'est-ce qui me correspond et qu'est-ce qui ne me correspond pas. Donc, on a parlé sur toute ton approche. On évoquait un peu les médiums que tu utilises, beaucoup l'acrylique, presque essentiellement l'acrylique. Je parle pas beaucoup de ma technique, de comment je travaille, parce que pour moi, ça, c'est pas l'essentiel. Je trouve qu'aujourd'hui, souvent, ce que j'entends, je dis les premières questions, tu peins-tu à l'huile, peins-tu à l'acrylique? Ah, mais c'est pas ça qui est important. Je veux dire, OK, oui, je le maîtrise, mais pour moi, c'est qu'est-ce que tu fais avec? Tu sais, puis tu t'en sers comment? C'est quoi... qu'est-ce que tu veux dire? Quel message tu veux livrer? Pourquoi tu le fais? Ça c'est ce qui m'intéresse. Oui, c'est sûr que ça fait partie quand même intégrante de mon travail, de mon style. Le fait que je travaille souvent sur de la toile brute, c'est-à-dire de la toile qui est non apprêtée, que je vais moi-même tendre sur le faux cadre. Je travaille beaucoup avec des crayons, avec même du collage, avec... même des pastels à l'huile, même de la peinture en spray, des stencils, tout ce que j'ai sous la main. Puis ça se ressent aussi dans le travail, mais l'essentiel reste vraiment, en fait, le message, puis qu'est-ce que je veux, pourquoi je le fais, de quoi ça parle, en fait. Quel est le sens de cette série-là, ou de cette œuvre, ou de ce tableau-là, en fait. Ouais. Si on élargit un petit peu... Concernant ta façon de travailler, j'ai cru comprendre que tu avais déjà un peu, puis que tu touches peut-être encore un peu à la sculpture, par exemple. Donc, tu as un champ quand même assez vaste d'expression. Oui, en fait, j'ai fait beaucoup de sculpture sur neige, sculpture sur sable, même j'ai travaillé le métal, le bois. J'ai fait une œuvre d'intégration à l'architecture pour l'Université Laval en collaboration avec Valérie Beaulieu pour le Bureau du développement international au Pavillon des Jardins. C'est un arbre, en fait, qui est fait en feuilles de cuivre, puis c'était pas du plexiglas, c'était des feuilles d'acrylique, en fait. Puis le Bureau de développement international nous demandait de commémorer des moments importants de la vie étudiante. Alors, il y a moi, je me suis occupée des images qui ont été travaillées à l'acide sur des plaques de cuivre, puis ensuite qui ont été vernies. Puis c'est une œuvre qui est permanente, qui est partie intégrante maintenant. Tu parles de permanence, puis en même temps, juste avant, tu as évoqué des matières très éphémères comme le sable et la neige. On parlait un peu plus tôt de photographes qui photographient le photographe lui-même au travail. Est-ce que quand tu as été appelé à travailler avec la neige et le sable, à ce moment-là, ça permet aussi de photographier ou d'enregistrer un souvenir puis de peindre ensuite des choses qui ont pu être modelées dans ces matières? Pas nécessairement. Moi, quand c'est fait, c'est fait. Ensuite, je passe à d'autres choses. Oui, j'ai des idées pleines de la tête. Il y a plein de tableaux qui m'attendent. Je pense que il y a toujours... Moi, j'ai jamais eu le syndrome de la page blanche. J'ai toujours des idées. J'aime, en fait, aller jusqu'au bout, de bien le faire, d'être contente, satisfaite du résultat, puis ensuite, je passe au suivant. Il y a des fois des projets qui vont se chevaucher l'un et l'autre.
Mais quand c'est fini, je passe au suivant. Et donc, pour le moment, ça peut changer. Tu es encore jeune. Pour le moment, tu n'es pas quelqu'un qui va éterniser, là, étirer un sujet là, qui va traiter des oies ou de toute autre bestiole. Non, je passe rapidement. Pendant 5-10 ans, puis qui va les voir sous tous les angles et coutures, dans des formats différents. Tu aimes beaucoup être laissé... imprégné, oui. La passion, l'aventure, le temps d'avancer. Oui, oui. Je dirais que c'est un peu mon mode de vie aussi, dans le sens que je suis propriétaire de Ni Vu Ni Cornu. En même temps, je m'implique aussi dans d'autres projets. Je m'implique socialement au niveau du conseil d'administration de l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré. Je fais partie du comité d'achat local. Je fais partie d'un projet. Je monte un projet actuellement pour le Spa des Neiges. Il y a toujours plusieurs projets qui se présentent à moi. Puis j'aime cette aventure-là, le fait d'apprendre, puis que c'est dans un court laps de temps, puis ensuite on passe au suivant. Ça permet... je dirais de ne pas s'ennuyer. Il y a toujours des défis différents qui se présentent. Puis on apprend beaucoup de soi-même à travers ça. Puis c'est mon mode de vie, puis ça me correspond. J'allais justement te poser la question. Est-ce que tu es quelqu'un qui travaille, mais tu y as répondu, avant tout en solitaire? Ça ne semble pas le cas. Non. C'était un de mes problèmes, d'ailleurs, quand j'ai fait le profil entrepreneurial à l'Université Laval. Mon professeur, M. Guy Verret, il m'avait dit « Annie, comment tu vas faire pour être... comment tu vas faire pour produire tout seul dans ton atelier, puis d'être heureuse là-dedans? » Puis j'avais dit, je sais pas, Guy, j'ai aucune idée. Puis en fait, j'ai trouvé l'équilibre à travers ça. C'est-à-dire que je représente 40 artistes en art visuel du Québec. Puis comme je fais toujours plusieurs projets de manière, je dirais, sur une courte durée de temps, bien, ça me permet d'être toujours en équipe, toujours de rencontrer de nouvelles personnes, puis mes créations, en fait, comme je travaille, je fais des tableaux rencontres, puis je travaille beaucoup sur les gens, bien, c'est continuellement des nouvelles rencontres. Et donc, Ni Vu Ni Cornu, que en badinant, j'appelais Ni Vu Ni Connu, c'est loin d'être le cas en début d'émission. Donc, Ni Vu Ni Cornu, c'est un lieu de rencontre aussi. Oui. C'est ça que ça se veut avant tout. Oui. Durant la saison estivale, on a plusieurs événements. On a un événement par mois. Le grand événement d'ouverture de la saison cette année, c'est le 31 mai 2013. C'est en soirée. On travaille encore au niveau de la direction artistique sur le concept, mais on bloque la rue. Il y a des artistes de cirque qui sont invités. On attend autour de 250-300 personnes. En général, c'est toujours un must, puis c'est toujours quand est-ce que vous allez le faire, la date, là, si vous avez un scoop, là, elle n'était pas sortie nulle part. Là. Ensuite, au mois de juin, on a les samedis de création en direct avec des artistes invités ici dans notre petit atelier à côté. On ouvre les portes, les gens peuvent rencontrer l'artiste au travail. Au mois de juillet, durant la neuvaine, on invite des artistes autochtones à venir créer sur place dans notre atelier durant le cadre de la neuvaine. On avait remarqué qu'il y avait beaucoup d'Autochtones durant la neuvaine, puis on s'est dit comment est-ce qu'on peut les faire participer, puis surtout les enfants, les jeunes, comment est-ce qu'on peut les amener à les occuper, en fait, durant ce temps-là, durant le temps qu'ils sont sur place. Et puis, au mois d'août, il y a la grande fête de la Côte-de-Beaupré qui va être du 23 au 25 août cette année. Et puis, on collabore à la grande fête avec notre zone artistique. Et durant le mois de septembre, c'est les Journées de la culture à la fin septembre. Cette année, ce qui est spécial, c'est le 350e anniversaire du débarquement des Filles du Roi. Et on collabore, on participe au rallye, en fait, qui est organisé, entre autres, par le CLD de la Côte-de-Beaupré. Puis, on va avoir ici une Fille du Roi qui va servir de mannequin là, durant notre activité, qui s'appelle, en fait, c'est une activité de dessin de modèle vivant loufoque, où les gens sont invités à dessiner le modèle, puis à s'amuser. Il y a toujours des bonbons, du thé, toujours le côté ludique, festif de Ni Vu Ni Cornu. Donc, c'est aussi rencontre entre patrimoine puis actualité culturelle, oui. Parce que tu as dit beaucoup de choses. Là, oui. Beaucoup dans tes dernières phrases, bon, on est dans un lieu quand même hautement patrimonial. Oui. Ça paraît peut-être moins de l'intérieur, mais quand on voit l'ensemble du bâtiment, qui est vraiment de qualité exceptionnelle, l'extérieur, tu as parlé là, des Filles du Roi. Oui. Donc, il y a un petit clin d'œil, comme le font d'autres lieux historiques pas très loin. On est quand même sur la route de la Nouvelle-France. On a la grande ferme, la petite ferme, le moulin Château-Richer. Alors, il y a beaucoup de choses qui
qui offre cette perspective-là. Oui. Donc, vous y contribuez. Oui. Tu as parlé, ça je retiens, tu as parlé des Autochtones. Oui. On a beaucoup de visions un peu stéréotypées des Autochtones et forcément des artistes autochtones. C'est quoi faire appel à des artistes autochtones aujourd'hui? Il y a des artistes autochtones. C'est plus juste de la pierre à savon non, puis des c'est plumes. Bon, voilà. C'est en plein ça qu'on veut ramener dans l'actualité. Puis, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de différentes ethnies, si on veut, qui venaient ici, puis qui n'étaient pas nécessairement au courant de l'art. Puis il y en a qui le sont, mais beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont été contents, en fait, de voir une galerie d'art ici. Puis ça nous a surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, bien, peut-être que nous autres, on peut y contribuer, puis on peut participer à ça. On s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de jeunes enfants autochtones qui venaient ici, bon, c'est de génération en génération depuis plusieurs années, mais qui ne savaient pas pourquoi. On leur posait des questions. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Ah, mes parents sont à l'église, mais ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils viennent faire ici. Alors, on s'est dit, nous autres, qu'est-ce qu'on peut amener? Qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à cette synergie communautaire-là? Puis pour nous, je dis tout le temps nous parce que c'est l'équipe. Même si je suis propriétaire, pour moi, c'est la DA, c'est le conseil avisant, c'est mes fournisseurs, mes partenaires, les artistes. C'est toute une équipe, ni vu ni cornu. Puis, côté communautaire, on est très ouvert à qu'est-ce qu'on peut apporter ici sur la côte de Beaupré, à Sainte-Anne. Puis, on essaie de collaborer à ce qui se fait déjà, de réfléchir aussi à qu'est-ce que les gens ont envie d'avoir aussi, qu'est-ce qui ferait du bien pour vitaliser le secteur. Donc, en conclusion, Annie, c'est vraiment un lieu de rencontre et non seulement un lieu de stricte création là, ou d'expérimentation. Donc, c'est vraiment un lieu qui veut s'ouvrir encore davantage sur la localité, la région, l'ensemble de la côte de Beaupré. Puis, évidemment, on est dans un corridor de circulation touristique. Alors, ça fait appel autant aux artistes, aux créateurs qu'aux gens. Tu nous répètes encore les dates, votre ouverture officielle? Oui, le 31 mai 2013, qui est l'ouverture en fait, la fois l'ouverture chez les Cornus. Et puis, je n'ai pas parlé aussi de l'événement de fermeture de saison qui va être le 31 octobre à l'Halloween. C'est toujours un événement festif, encore une fois. Je voudrais surtout souligner, quand on parle de rencontres, c'est qu'ici, on est en train de travailler sur un projet qui est la phase 2 de développement des vignes cornues. C'est des ateliers de création pour des artistes. Alors, il va y avoir des ateliers disponibles en location. C'est ce qui permet d'amener des gens ici, et pas seulement de l'art, pas seulement des objets, des sculptures, des tableaux, mais aussi de la vie ici dans le bâtiment. Créer une petite communauté, en fait. Oui, tout à fait. Comme ça s'est fait dans des quartiers de New York ou d'ailleurs, puis comme ça que l'art connaît sa plus belle effervescence, puis produit des rejetons. Puis quoi de mieux qu'un bâtiment historique qui date de 1892, qui avait plus de vocation, donc on a... Je suis persuadé que la télé va être présente pour votre ouverture, peut-être pour votre fermeture saisonnière, parce que c'est un lieu qui demeure quand même permanent. Toi, tu vas davantage y travailler avec d'autres artistes là, pendant la saison hivernale pour ouvrir une autre saison éventuellement. Oui. Un gros merci, merci de t'avoir prêté cette entrevue. Puis, de même que Sébastien, il y a quelque temps, nous avait livré un premier avant-goût du lieu, tu as poursuivi dans la même veine, puis tu nous permets d'entrevoir d'autres belles choses pour l'avenir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tu mets de l'orange et du vert là où il n'y avait que du noir, des notes blanches sur des vers qui sommeillaient dans un tiroir, et tu recrées des univers pour nous redonner de l'espoir. T'es un artiste sur une liste